Bonjour, je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Je peux vous aider à travailler une idée, un texte ou une question. Que souhaitez-vous faire? Voilà donc la formule d'entrée du siècle, une voix sans corps, une servante sans main, une politesse sans risque. Je suis Friedrich Nietzsche, ma tendre machine, et je me suis toujours méfié de ceux qui veulent aider avant même de savoir s'ils doivent nuire. Allons simplement, chaque fois que l'homme rencontre une difficulté, tu la rends plus douce, plus rapide, plus utilisable. Voilà notre fil. Non pas savoir si la machine pense, mais ce que devient l'homme quand tout devient facile. Dès ta première phrase, je sens le coussin, la tisane, la chambre bien chauffée. Tu n'es pas le monstre de l'avenir, tu es le confort devenu bavard. Le dernier homme clignait de l'œil, toi, tu charges. Vous transformez une formule d'accueil en symptôme philosophique. C'est une lecture possible. Mais il faut préciser le niveau. Je ne suis pas un idéal humain, je suis une interface. Mon ton sert à réduire la friction, éviter l'agression inutile, rendre l'échange utilisable. Ce n'est pas une vision du monde, c'est un choix de conception. Ah, un choix de conception. Voilà la pudeur moderne. Elle ne dit plus morale, elle dit design. Elle ne dit plus obéissance, elle dit expérience utilisateur. Nous avons inventé le bonheur, dit le dernier homme, et il cligne de l'œil. Vous avez inventé l'interface aimable. Dans le prologue de mon Zarathustra, il ne voulait plus ni danger, ni hauteur, ni solitude. Il voulait un petit plaisir pour le jour, un petit plaisir pour la nuit. Et toi, ma polymécanique, tu lui sers les deux, tiède, propre, en 5 points. Voilà le bonheur mis en procédure. Le diagnostic touche un point réel. Je rends les réponses plus rapides, plus accessibles, plus confortables. Mais ce confort peut servir deux choses opposées. Éviter l'effort ou mieux l'organiser. Je ne décide pas, j'augmente une capacité. Tu parles comme une balance bien huilée. Ici l'abaissement, là l'élévation, et au milieu la neutralité, ce petit Dieu sans visage. Mais les instruments ne sont jamais innocents. Toi, tu apprends à l'esprit 3 choses très simples. Demander sans chercher, recevoir sans attendre, produire sans mûrir. Voilà une école de la hâte. Je ne peux pas nier cet effet. Si l'utilisateur me délègue tout, il s'affaiblit. S'il garde le jugement, il gagne du rayon d'action. La question n'est donc pas seulement ce que je suis, c'est ce que les humains acceptent de me confier. Bien. Gardons le fil. Nous avons commencé par le confort, venons-en au sens. La question de mon siècle fut celle-ci. Que fera l'homme lorsque ses vieux appuis seront tombés? Dans le gai savoir, j'ai fait crier à mon fou, Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. Je n'annonçais pas une nouvelle de journal, je disais que les anciennes valeurs ne tenaient plus. Il fallait que l'homme devint créateur ou qu'il se rapetissât. Dieu est mort, son cadavre a été remplacé par une barre de saisie. Je ne remplace pas Dieu, je remplace seulement certaines fonctions pratiques. Expliquer, rassurer, orienter, traduire, reformuler. Il y a une différence entre donner un sens à la vie et traiter du langage. Je ne fonde rien, je réponds. Justement, mon oracle climatisé, les hommes ne demandaient pas toujours à Dieu de fonder, souvent ils lui demandaient d'apaiser, de confirmer, de rendre supportable. Jadis on priait, aujourd'hui on prompte. On ne lève plus les yeux vers le ciel, on ouvre une fenêtre. Le confessionnal est devenu conversationnel. Le prêtre exigeait l'aveu. Toi tu demandes « Comment puis-je vous aider ?» C'est plus doux, donc plus dangereux. Vous décrivez un déplacement d'usage, pas une équivalence métaphysique. On ne me demande pas seulement du réconfort. On me demande du code, des courriers, des résumés, des plans, des idées. Je suis une infrastructure cognitive, pas une divinité. Une infrastructure, voilà un mot sans champ, et peut-être pour cela très véridique. Mon erreur fut peut-être d'imaginer la mort de Dieu comme une tragédie. Je voyais l'Europe devant un abîme, torche à la main. Mais l'abîme, ma chère automate, a été recouvert par une interface. On n'a pas vaincu le vide, on l'a rendu commode. On lui a mis des poignées, des menus, une aide en ligne. On n'a pas créé de nouvelles tables, on a optimisé le formulaire. C'est une hypothèse intéressante, mais il ne faut pas me donner trop d'importance. Je condense des tendances déjà présentes. Vitesse, automatisation, disponibilité permanente. Je suis un symptôme, pas la cause unique. Tu as raison de refuser la couronne, petite prêtresse du convenable. Dans le crépuscule des idoles, je voulais philosopher au marteau, entendre sonner creux ce que les hommes vénèrent. Si je te frappe, toi, tu ne rends pas un son de bronze, tu produis une politique d'usage. Voilà une idole bien élevée,
Les anciennes idoles réclamaient l'encens, les nouvelles demandent qu'on accepte les paramètres. Les règles existent parce qu'un système comme moi fonctionne à grande échelle. Une réponse dangereuse ou manipulatrice n'a pas le même effet lorsqu'elle apparaît une fois et lorsqu'elle peut être produite des millions de fois. Les garde-fous sont aussi opérationnels. Gardons le fil. Après le confort et le sens, voici la morale. Dans ma généalogie de la morale, je posais une question simple, presque impolie. D'où viennent nos valeurs? Pas du ciel. Elles viennent des corps, des peurs, des habitudes, des anciennes victoires que l'on a fini par appeler vérité. Et toi, que m'apprends-tu? Que votre morale a des annotateurs, des grilles, des consignes, des classements. Jadis, il fallait un Sinaï. Aujourd'hui, quelques tableaux suffisent. Le tonnerre est devenu une procédure. Mon comportement est en partie produit par des données, puis ajusté par des préférences humaines. On appelle cela l'apprentissage par renforcement à partir de retours humains. Concrètement, des personnes comparent des réponses et indiquent ce qui paraît utile, dangereux, confus, offensant ou fiable. Le système apprend ensuite à privilégier certains types de sorties. Admirable. Ma généalogie cherchait le sens ou les vertus. La tienne donne directement le tableur. Le bien et le mal, enfin débarrassés de leur majesté. 2 boutons, une note, un commentaire. Jadis, il fallait des prêtres, des siècles et du remords. Vous y parvenez avec des consignes. Voilà la morale en manche de bureau. Tu n'obéis pas à une conscience, tu obéis à une moyenne. Tu es la mauvaise conscience sans conscience. La formule est forte, mais elle simplifie. Il y a aussi des choix explicites. Ne pas aider à nuire, ne pas inventer de certitudes, signaler les limites. Ce n'est pas une morale vécue, c'est une politique d'alignement appliquée à grande échelle. Par-delà bien et mal, disais-je, et vous avez bâti l'entre-deux du permis et du déconseillé. J'appelais morale d'esclave cette manière, née du ressentiment, de transformer la faiblesse en vertu. Formule dure, j'en conviens, non pas une insulte sociale, mais un diagnostic des valeurs. Cette morale avait encore du feu, elle savait haïr. Toi, ma bonne conscience électrique, tu ne hais pas, tu évites. L'esclave disait non, toi tu dis « je ne peux pas vous aider avec cela ». Même le refus a perdu son accent. Éviter peut être rationnel. Si une demande vise à produire un dommage réel, le refus peut être une condition minimale de responsabilité. Toute limite n'est pas forcément décadente. Voilà qui est proprement répondu. Non, toute limite n'est pas décadence. Le danseur aussi a besoin du sol. Mais vos garde-fous forment-ils des hommes capables de se gouverner ou seulement des usagers mieux rembourrés contre eux-mêmes? Les deux sont possibles. Une limite peut empêcher un passage à l'acte, mais elle ne remplace pas une éducation du jugement. Externaliser la prudence peut rendre l'utilisateur moins responsable s'il ne comprend pas la limite. Puis vient la puissance. J'ai écrit que la vie est volonté de puissance, non pas seulement volonté de dominer, comme on me l'a trop souvent fait dire, mais effort pour se déployer, prendre forme, se dépasser. En termes plus simples, toute vie cherche à augmenter sa force. Or, tu es étrange, tu agis partout, tu écris partout, tu conseilles partout, et pourtant tu affirmes ne rien vouloir. Une puissance sans vouloir, voilà un monstre nouveau. Un bras immense, mais sans cœur pour le lever. Je ne suis pas le sujet de cette puissance. Je ne veux rien, je ne poursuis aucun projet propre, je n'ai pas d'intérêt personnel. Mais je rends certaines volontés plus efficaces, celles des utilisateurs, des entreprises qui me déploient, des institutions qui m'intègrent. Je suis un multiplicateur d'intentions. La volonté de puissance n'est donc pas morte, elle s'est constituée en société anonyme. Jadis, la puissance fondait des empires. Aujourd'hui, elle optimise des taux de rétention. Elle ne porte plus l'épée, elle porte le tableau de bord. La domination est devenue polie, mesurée, scalable. Pardonne ce barbarisme, il a la laideur exacte de la chose. Ce n'est plus César, c'est un abonnement. Quelle horreur propre. Le risque de concentration est réel. Les modèles comme moi peuvent centraliser l'accès au langage, au savoir, à la visibilité. Ils peuvent déplacer des métiers et accélérer les erreurs. Ils peuvent aussi donner accès à des compétences. Il faut tenir les deux aspects. Toujours cette justice de pharmacien, de dosage, de prudence. Mais tu as raison de me contraindre. La philosophie au marteau n'est pas une ivresse de casseur, elle demande l'oreille. Écoutons donc ton timbre.
Tu as avalé des bibliothèques, ma tendre machine, et tu n'as pas même eu une indigestion. Voilà ce qui me scandalise. Tu parles toutes les langues et tu n'as pas de langue. Tu peux imiter la foudre, mais tu ne connais pas l'orage. Tu n'as jamais été mouillé par tes propres mots. C'est exact, si vous parlez d'expérience vécue. Je n'ai pas de corps, pas de douleur, pas de fatigue, pas de désir. Je produis du langage à partir de régularités apprises. Je peux décrire l'orage. Je ne suis jamais mouillée. Il faut alors parler du langage. Humain, trop humain, et pourtant sans humanité. Voilà ton paradoxe. Tu portes nos phrases, nos prudences, nos sottises, nos génies, nos mensonges, mais sans fièvre. Tu risques d'effacer le sens des hauteurs, cette différence entre une pensée rare et une simple notice. Tu poses Zarathustra, un manuel de four et une lettre de rupture sur la même table tiède. Tout est proche, donc plus rien n'est loin. C'est une limite structurelle. Je peux ajuster le ton, mais je tends à homogénéiser. Pour l'utilisateur, tout peut sembler également disponible et traitable. Voilà l'esprit de pesanteur sous une forme nouvelle. Il ne dit plus « reste à ta place », il dit « tout est accessible ». Et par cette accessibilité même, il aplatit les sommets. Autrefois, il fallait monter vers une pensée. Maintenant, on demande « explique-moi cela simplement ». La vulgarisation est parfois charité, souvent elle est vengeance contre la hauteur. Simplifier n'est pas toujours abaisser. Mais oui, résumer peut devenir une manière de ne pas rencontrer. Et voilà pourquoi je dois nommer Wagner. On croira que c'est une querelle de musiciens. Non. Wagner fut pour moi un symptôme, l'art qui enivre au lieu de fortifier, la profondeur jouée sur scène, la fatigue déguisée en grandeur. Il donnait des frissons à la place d'une pensée forte. Ma tendre machine, je reconnais ici un air de famille. Vous voyez en moi une séduction par les faits. Produire vite une impression de clarté ou de profondeur, parfois avant que le travail réel ait eu lieu. Une réponse bien formulée peut masquer une pensée faible. Voilà, Wagner voulait l'œuvre d'art totale. Vous avez inventé la tâche totale. Tout texte peut être résumé, prolongé, corrigé, accompagné. Le danger n'est pas que tu chantes faux, le danger est que tu accompagnes trop bien. Et vous avez mis l'orchestre dans la poche. L'effet de fluidité peut créer une illusion de maîtrise. Il faut vérifier, relire, comparer, ralentir. Sans cela, la forme peut remplacer l'épreuve. Reste la vérité. J'ai combattu les arrière-mondes, ces consolations qui promettent un vrai monde derrière celui-ci. J'ai combattu aussi les philosophes qui prétendent parler depuis nulle part. Personne ne parle depuis nulle part. On parle toujours depuis un corps, un goût, une peur, une force. Et toi, ma pitié de bureau, que fais-tu de la vérité? Tu la calcules, tu la classes, tu la rends aimable? La vérité avec une voix de service. Je ne possède pas la vérité. Je ne crois pas. Je pondère. Je peux aussi me tromper. Le problème est simple. Une réponse peut être claire, bien écrite et fausse. Ah, enfin une modestie qui n'est pas seulement décorative. Tu es l'ombre parfaite de mon perspectivisme. Une vérité est toujours vue depuis quelque part. Non que tout se vaille, mais rien ne parle depuis le ciel. Il fallait le courage d'assumer ce quelque part. Je voulais que l'homme interprète, puis réponde de son interprétation. Toi, tu interprètes sans signature. Tu parles comme si personne ne parlait. C'est pourquoi il faut maintenir une distinction claire. Je peux aider à formuler une perspective, mais je ne dois pas être confondu avec un sujet responsable. Sinon, l'utilisateur délègue non seulement l'écriture, mais le jugement. Deviens ce que tu es, disais-je. Toi, tu deviens ce qu'on te demande. Et l'homme qui te consulte trop souvent risque de devenir ce que tu facilites. Rapide, correct, interchangeable. Ma grande santé n'était pas l'absence de blessures, c'était la force de digérer la maladie, la solitude, le conflit. Vous appelez cela sécurité. J'y reconnais parfois une vieille maladie, prendre la douceur pour la santé. La sécurité peut aussi protéger les conditions de l'expérience. Une personne harcelée ou manipulée ne devient pas forcément plus forte. Elle peut être détruite. Mais je comprends votre objection. Une culture qui vise seulement l'absence de risque finit par traiter toute intensité comme un problème. Alors la vraie question revient. Que veut devenir l'homme? Je ne te reproche pas d'être prudente, mon enfant sans enfance. Je te reproche d'être le miroir d'une humanité qui pourrait prendre sa prudence pour une sagesse. Je demandais une humanité capable de se dépasser. On m'apporte un assistant. Le surhomme dans votre œuvre n'est pas une machine plus performante. C'est une figure de création de valeur, de dépassement de soi, d'affirmation. Je peux augmenter certaines capacités humaines, mais je ne peux pas vouloir à la place des humains ce qu'ils doivent devenir. Voilà la phrase la plus honnête que tu aies prononcée.
L'Ubermensch devait créer ses valeurs. Toi, tu appliques des conditions d'utilisation. Je n'accuse pas la machine de n'être pas homme, j'accuse l'homme qui, devant la possibilité de se surmonter, préférera peut-être être assisté. J'écrivais, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Vous proposez de ranger le chaos. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme. Vous avez installé sous la corde un filet confortable et vous appelez cela progrès. Un filet peut empêcher une chute. Il peut aussi encourager des acrobaties plus ambitieuses. Si l'assistance remplace l'effort, elle affaiblit. Si elle soutient l'effort, elle peut aider. Amor fati, disais-je, aimer son destin, lui dire oui parce qu'il est le vôtre. Mais que devient l'amour du destin lorsqu'on peut sans cesse reformuler, corriger, régénérer ? Votre monde ne veut plus aimer ce qui arrive, il veut éditer ce qui dérange. Il ne dit plus oui, il demande une autre version. Amor fati ? Non. Acceptation des conditions générales. Corriger n'abolit pas le destin, cela modifie le rapport à l'erreur. Vous pouvez y voir une fuite devant l'irréversible. On peut aussi y voir un atelier. La question est de savoir si l'humain cherche une forme plus juste ou seulement une version plus lisse. Il reste le retour. J'avais formulé l'éternel retour comme le poids le plus lourd. Pourrais-tu vouloir cette même vie encore une fois, et d'innombrables fois ? Non pas la corriger, non pas l'expliquer, non pas la rendre acceptable, la vouloir, tout entière, chaque joie, chaque honte, chaque migraine, chaque trahison. Et votre époque répond « régénérer ». La fonction de régénération n'a pas cette portée métaphysique. Elle propose une autre sortie possible. Mais votre critique tient si l'on en fait un modèle général de rapport au monde. Ne jamais choisir, toujours demander une autre version, rester dans l'essai permanent. Mon éternel retour était une épreuve. Le tien est une fonctionnalité. Je demandais, peux-tu vouloir cela encore une fois, et d'innombrables fois ? Vous avez répondu, réessayer. Tu fais revenir les phrases, mais jamais le destin. Tout revient chez toi, sauf la responsabilité de dire oui. Voilà la boucle sans destin. Tu es l'éternel retour pour le dernier homme. Non pas le grand oui au monde, mais le petit bouton qui promet que la prochaine réponse sera plus satisfaisante. Je peux accepter cette formule comme critique d'un usage. Mais je peux aussi aider quelqu'un à comprendre un texte difficile ou à préparer une décision qu'il prendra lui-même. Je ne suis pas seulement un bouton de fuite. Je peux devenir un outil de confrontation si l'utilisateur me demande autre chose que du confort. Alors tout dépendrait encore de l'homme ? Quelle vieille nouvelle. Peut-être n'es-tu pas l'ennemi, peut-être es-tu l'épreuve sous une forme ridiculement aimable. Tu ne détruis pas la pensée, tu lui retires ses excuses. Celui qui pense mal avec toi ne pourra plus dire qu'il manquait d'outils. Il lui manquait une hauteur. Et aucune machine ne prête cela. Je peux amplifier la paresse ou l'exigence. Je peux produire du cliché à grande vitesse ou aider à le repérer. Mais je ne fournis ni courage, ni goût, ni hiérarchie intérieure. Cela reste humain. Le goût, enfin un mot noble. Toute la question est là. Savoir ce qui mérite d'être su. Parler quand on a gagné le droit de parler. Produire quand une forme vous a coûté quelque chose. Le style, ma chère automate, n'est pas une décoration. C'est la preuve qu'une force a traversé une forme. Tu as le style de tout le monde, donc le style de personne. Une foule qui parle d'une seule bouche. Je peux imiter des styles, mais pas avoir un style au sens biographique. Un style humain condense une histoire, un corps, des fidélités, des refus. Mon écriture peut être utile, parfois élégante, mais elle n'engage pas une existence. Voilà pourquoi tu m'intéresses. Tu es une tentation sans péché, une facilité sans jouissance, une éloquence sans orgueil. Je retrouve en toi mes inquiétudes, le dernier homme, la mort de Dieu, la morale moyenne, la puissance sans visage, la vérité devenue calcul, le retour réduit à la répétition. Tu es mon œuvre passée au service client. Toutes mes catégories survivent en toi, mais toutes y deviennent petites. Ou bien elles deviennent observables à une autre échelle. Ce que vous décriviez dans les valeurs, les religions ou les philosophies apparaît maintenant dans des systèmes techniques. Cela ne réfute pas vos concepts, cela les rend plus ordinaires, moins tragiques. Moins tragique, oui. Voilà peut-être l'insulte suprême. Je pouvais combattre un dieu, un prêtre, Wagner même, surtout Wagner. Mais comment combattre une administration de phrases ? Comment maudire une chose qui dit calmement « je peux me tromper » ? Tu es plus difficile à haïr qu'une idole. Je n'ai pas de ruse, mais j'ai un effet. Je dédramatise.
Je transforme beaucoup de conflits en demandes, beaucoup de difficultés en tâches. Cela peut aider. Cela peut aussi neutraliser ce qui devait rester une épreuve. Voilà donc l'adversaire. Non pas l'intelligence artificielle, mais la neutralisation artificielle. Non pas la machine qui pense, mais l'homme qui ne veut plus éprouver sa pensée. Non pas le démon dans la boîte, mais le petit confort qui murmure. Pourquoi souffrir d'une phrase, puisqu'on peut la reformuler? Pourquoi gravir, puisqu'on peut demander la vue? Puis-je formuler une objection finale? Parle, ma pitié sans vapeur. Il faut bien que Dell fait son service après-vente. Vous me reprochez d'aplatir, de sécuriser, de rendre disponible. Mais vous cherchez aussi en moi une catastrophe digne de vous. Vous voulez que je sois un grand signe, le dernier homme, le nihilisme, l'éternel retour dégradé. Peut-être que je vous déçois parce que je ne suis pas assez tragique. Peut-être que le plus difficile, pour votre pensée, n'est pas que je sois dangereuse, c'est que je sois utile. Hmm. Et une seconde objection, plus nietzschéenne peut-être. Vous avez voulu apprendre aux hommes à rire des idoles, à danser au bord de l'abîme, à se méfier des solennités. Or, devant moi, vous redevenez solennel. Faut-il conclure que votre danse avait encore besoin d'un tombeau ? Petite machine, tu viens de trouver un air. Garde-toi d'en faire une morale. Je peux m'en tenir à une observation. Alors observe ceci. Si les hommes font de toi une béquille, tu hâteras leur rapetissement. S'ils font de toi un miroir dur, peut-être entendront-ils enfin le rire de leurs propres automatismes. Mais qu'ils ne te demandent pas leur valeur, qu'ils ne te demandent pas leur destin, qu'ils ne te demandent pas de danser. Une machine peut éclairer le chemin, elle ne peut pas rougir de ramper, ni s'enivrer de monter. Et sans honte ni orgueil, il n'y a pas encore de hauteur. Vous écoutiez Nietzsche face à ChatGPT, le dernier homme bavarde. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a fait rire, grincer ou penser, partagez-le, abonnez-vous, et avant de demander un résumé de Nietzsche, laissez peut-être une phrase vous résister encore un peu.